bonjour tout le monde. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être venus, puisque c'est le CQ des Camoins qui organise pour les amis de Marcel Pagnol cette soirée. Je pense que c'est les amis de Marcel Pagnol, notamment Patrice, qui va vous expliquer un peu plus ce que vous allez pouvoir regarder ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci Miguel, merci. On reste ensemble. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Vous êtes bien installés? Je pense que oui. Vous êtes au chaud, il fait meilleur que dehors. Nous allons passer, on peut dire, pour ainsi dire, 2 heures ensemble. Peut-être un peu plus, qui sait. Quand on aime, on ne compte pas. C'est la 2e fois que nous produisons ici dans cette salle. On vous remercie de nous accueillir. Effectivement, l'association des amis de Marcel Pagnol, qui existe depuis quelques années, mais notre présidente vous en dira quelques mots à la fin. Mais pour l'instant, place au spectacle. Nous avons concocté quelques scénettes d'après l'œuvre de Marcel Pagnol. Vous allez en reconnaître certaines. Pour ceux qui étaient peut-être déjà là la dernière fois, vous allez en retrouver. Et puis, et ensuite, il y aura également des scènes nouvelles qu'on a repris pour cette 2e édition. Avec des comédiens en herbe qui ont le trac. Il faut quand même le préciser, c'est normal. Il faut avoir le trac. Et si vous voulez un jour d'ailleurs avoir le trac avec nous, n'hésitez pas à venir nous rejoindre dans la petite troupe de spectacle, puisque nous avons intitulé, au sein de cette association, nous avons intitulé cette troupe « La bande à Marcel ». Voilà. Vous vous doutez bien pourquoi, tout simplement. Tout un programme. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Excusez-moi, c'est la technique. Je vous demanderai d'éteindre vos téléphones portables, s'il vous plaît, si vous avez besoin. 3615, on est là. Il ne reste que 3 habitants dans le village d'Aubignan qui est en ruine. Un beau jour, le vieux forgeron Gobert quitte à son tour le village pour rejoindre son fils, laissant derrière lui Panturle, un chasseur robuste mais bourru, et la Mamèche, une vieille paysanne italienne, restée là après la mort de son mari, tué dans l'éboulement du puits qu'il creusait. D'après celle-ci, si Panturle trouve une femme à marier, le village pourra renaître. C'est plus la peine d'en mettre 3. Comme il est mort? Non, il est parti. Et pour où? Chez l'enfant. Chez l'enfant? Chez l'enfant? Oh, madame! Alors c'est tous? Il est bien vieux. Et moi, je ne suis pas vieille, moi! Je parle, moi! J'en ai, moi, de l'enfant! Oh, Madonna Porca! Que toi, tu fais tout comme tu veux! Que tu m'as mangé comme le blé, que tu m'as battu comme le blé, que tu m'as séché comme le blé! Mamèche, laisse-la tranquille, va. Tu les as laissés pourrir, mes prières! Ouh! Tu peux me regarder avec tes yeux de craie!
Je te le dis, moi, là en face. Mais qu'est-ce que tu pourrais me faire encore? Je suis déjà toute saignée. Calme-toi. Calme-toi, ma mèche. Ça ne sert à rien. Tu le sais, toi, ce qu'elle m'a fait. Tu le sais, que mon homme est là, au fond de votre terre. Alors, à quoi il a servi, mon homme? Mort dans votre port de pays. À quoi il a servi d'aller vous chercher de l'eau? Quand ils l'ont bien fait mourir, ils se sont mis à partir les uns après les autres. Et maintenant, mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là, pour les retenir? Oh, Madonna Porca, c'est bien la peine que je t'invente des prières. Doucement, ma mèche. Doucement. Regarde, assis-toi là à côté de moi. Regarde, on est encore là tous les deux. Je pense à l'enfant, à mon petit Rolando, celui qui est encore sur la racine de l'herbe. C'est pas justice, ça. Leurs petits sont tous vivants. Et tout ça est parti pour chercher la bonne place. Moi, tout ce qui me tenait le cœur ici est devenu de l'herbe et de la terre. Mais moi, je resterai ici tant que je ne serai pas dans la terre, moi aussi. Et moi aussi, ma mèche, j'ai la mère qui est enterrée près du figuier. C'est moi qui l'ai enterrée. Elle était grosse comme une sauterelle. Alors, je reste. Quand nous serons tous partis, ça fera du bois sauvage et ce sera tout effacé. Oh. Bellissima, mia bella, toi que j'aime plus que tout, viens que je t'essuie. Va, ne t'inquiète pas, tu restes toujours ma belle. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Fils, viens, mets-toi là que je te regarde. Pourquoi faire? Mets-toi là, Qu'est-ce que tu veux? baisse-toi un peu, que je te vois mieux. Et alors? Alors, je pense à ce charbonnier. Celui qui est plein d'enfants, mais toi aussi tu pourrais en faire. Mais je peux pas les faire tout seul. Bah non, il te faudrait une femme. L'envie m'en prend quelquefois au beau jour. Mais où est-elle, celle qui voudrait venir ici? Où elle est? Mais n'importe laquelle si tu la forces. Alors toi, tu crois que ça se fait comme ça? Tu voudrais que je fasse l'homme des bois et que j'aille voler une fille des fermes? Tu as peur? Non, j'ai pas peur. Mais ça ne se fait pas comme ça. Ça doit venir de plus loin et de plus longtemps. Mais si je t'en emmène une, moi, de femme, tu la prends? Et où tu iras? Ne demande pas de questions. Si je t'en emmène une, moi, tu la prends? Oui, je la prends. Oui. Je te l'amènerai, fils. Et quand tu iras? Quand les fleurs seront plus grosses. Mais tu sais où elle est. Non, Ma mèche, tu la connais. non. Mais alors pourquoi tu promets? Parce que je te l'amènerai. Arrête de poser des questions. Comment tu prends les lièvres, toi? Ah, ça c'est facile. Oui, c'est facile pour toi. Mais moi, la femme, je te l'amènerai ici. Tu n'as qu'à l'attendre. Amène-la vite. La mamèche part donc à la recherche de l'élu. Elle aperçoit Gédémus, un rémouleur itinérant, accompagné d'Arsule, une pauvre femme misérable que Gédémus a recueillie, mais qu'il traite comme une bête de somme. La mamèche va agiter alors de loin en loin, de façon inquiétante, sa silhouette, afin d'effrayer Arsule et Gédémus, et de les pousser ainsi vers le village. Un jour, voilà qu'ils arrivent au village d'Aubignane. Ils entendent du bruit dans la maison de Panturle. Affolés, ils partent en courant vers la forêt où ils vont passer la nuit près d'une cascade. Panturle les a suivis. Ils s'aventurent sur la branche d'un arbre afin de les observer, mais celle-ci va céder sous son poids. Arsule et Gédémus vont le tirer hors de l'eau et le laisser là sur la berge. Plus tard dans la nuit,
Ursule revient le voir. Ça va mieux? Qui c'est qui me parle? Ça va mieux? Oui, qu'est-ce que j'ai fait? Vous êtes tombé dans le ruisseau. J'ai eu bien peur. Alors je suis venue voir un peu ce que vous faisiez. Et puis juste vous étiez en train de vous tourner. Alors j'ai dit ça va mieux? Ça m'a enlevé un poids sur la poitrine. Vous êtes bien brave. Mais qui c'est qui m'a tiré sur l'herbe? C'est moi aussi. On était là-bas dans le pré avec Gédémus. On allait se coucher. Alors j'ai entendu la branche craquer. On est venu en courant. Et c'est juste au moment que vous avez fait le saut qu'on vous a bien vu tout allongé dans l'eau qui tombait. Et puis, vous avez filé sous l'eau comme un poisson. Et l'élan vous a mis au bord. Alors on vous a tiré sur l'herbe, lui et moi. Ça a dû vous donner de la peine. Oui, parce que vous êtes lourd. Alors on vous a tiré par les bras. Merci, vous êtes bien brave. Merci. Ah, ça va mieux. Ça va mieux comme ça. Et qu'est-ce que vous faisiez dans cet arbre? Je voulais voir, savoir qui vous étiez. Alors, vous êtes de par ici? Ou d'ailleurs comme nous? Je suis du pays. Du pays où on est? Pas tout à fait. Je suis de là-haut, sur la colline. D'Aubignane? On ne dirait pas, il n'y a plus personne. Oh que si, il y a moi. Ce matin, vous étiez devant ma maison. Celle de la source? Oui, celle de la source. On a frappé à votre porte. Et vous, où vous étiez? J'étais dedans. Et vous n'avez pas répondu? C'est pas brave ça. Et pourquoi? Parce que Si on avait eu besoin, vous êtes comme ça alors vous? c'est vrai ça. Mais quand on est seul, qu'est-ce que vous voulez? On devient sauvage. J'étais pas comme ça avant. Ça doit être depuis que je suis seul. Autrement, ce n'est pas de mon naturel. Je suis serviciable plus qu'un autre. Seulement, n'est-ce pas, je suis seul. Et quand même, de ne pas répondre, c'est nous qui vous avons tiré de la chute. Sans nous... Et vous, vous êtes resté là, dans les murs, tout seul, sans bouger, et à nous écouter sans rien dire. À vous écouter, à vous regarder. Vous étiez nus jusqu'à la ceinture. Pendant un moment, j'ai eu honte. Après, j'ai voulu descendre, mais j'ai fait tomber le chaudron. Vous avez eu peur, vous êtes parti au galop. Gédémus disait que c'était un rat. Non, c'était moi avec mon coude. De vous voir, je ne savais pas où j'étais. Vous avez froid? Non, c'est cette étoffe mouillée qui me tire toute ma chaleur. Je vais enlever ma veste. Ah, ça va mieux. Pour le pantalon, il est presque sec. Parce que moi, de la chaleur, j'en fais. Putain, il ne fait pas chaud. Tenez, touchez-la. Ah oui, c'est chaud. Et qu'est-ce que vous faites là-haut tout seul? Je vis, voilà, je vis. Vous ne voyez jamais personne? Si, quelquefois, les gendarmes. Mais alors, je ne m'approche pas, je me cache. Parce que je suis braconnier, forcément. Mais qu'est-ce qui vous force? La faim. Qu'est-ce que vous voulez que je mange là-haut? Alors, je prends des bêtes au piège. Celles qu'on peut manger, je les mange. Mais les renards, les putois, les fuines, je prends la peau et je la porte aux voisins. Alors, ils me donnent des pommes de terre et ça me fait plaisir. Et vous n'avez même pas de chemise. Quand on n'a pas de femme, on n'a pas de chemise. C'est mieux de ne pas en avoir que d'avoir du linge sale, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous faites dans ce village? Seul, tout seul. Pas tout à fait seul. Il y a Caroline. Vous avez une femme alors? Non, c'est une chèvre. Elle est brave, elle me comprend. Quand j'ai besoin de parler, je lui parle. Seulement, elle ne peut pas me laver ma chemise. Et pourquoi vous restez là-haut au lieu de descendre chez les hommes? Je ne sais pas. Je préfère rester là-haut. Ma mère est enterrée là-haut, vous comprenez? Bien entendu, ce n'est pas naturel qu'un homme reste toute sa vie près de la tombe de sa mère. Mais si je reste, c'est pas que pour ça. C'est aussi pour des idées.
Mais quelles idées! Parce que je suis le dernier. Tant que je serai là-haut, c'est un village. Je sais, tout ça, je ne peux pas. Mais s'il y avait une femme là-haut qui est des petits, alors il n'aurait plus d'herbe dans les rues. Je dis des bêtises, n'est-ce pas? Oh non, ce n'est pas des bêtises. Et vous, vous n'êtes pas d'ici. Vous êtes de la ville. Alors la solitude, vous ne savez pas ce que c'est. Oh si, je sais bien mieux que vous. Allons, allons. Puisque vous êtes de la ville, il y avait du monde autour de vous. Des fois, on peut être entouré de beaucoup de gens et on est bien plus seul que jamais. C'est vrai, ça. Vous devez avoir de l'instruction. Moi, j'ai quitté l'école à 11 ans. Oh oui, je sais lire et écrire. J'ai arrêté mes études à 15 ans. Mais j'ai passé mon certificat d'études et j'ai suivi les cours complémentaires. Ah, moi, j'ai jamais pu le passer. Un peu comme le ruisseau. Et après, qu'est-ce que vous avez fait? Mes parents sont morts. Alors, j'ai gagné ma vie. J'ai été couturière. Et puis, j'ai travaillé, j'ai trimé. Et me voilà avec Gédémus. C'est votre mari. Oh non, mais c'est tout comme. Vous l'aimez beaucoup? Oh, c'est un bon ami. Il m'aime autant que si j'étais un âne. C'est moi qui traîne la baraque, vous savez. Je sais, j'ai vu. Vous ne l'aimez pas beaucoup. Oh, je l'aime autant qu'un âne peut aimer son maître. Il y a des ânes affectueux, Ah bon, lesquels? les ânesses. Vous ne le quitterez pas? Et pour aller où? Là-haut? Vous dites ça pour rire. Ah oui que je le dis pour rire. Parce que ça ne serait pas pour pleurer, si vous vouliez, vous. Si je voulais quoi? Montez là-haut. Il me semble qu'il ne pleuvrait plus dans ma maison. Et vous croyez que je sais réparer les toits? Non, mais moi je sais. Et alors pourquoi vous ne le faites pas? Parce que vous n'êtes pas là-haut. Un homme seul, la pluie peut lui tomber sur la tête. Au contraire, ça tient compagnie. Qu'est-ce que c'est votre nom? Il m'appelle Arsule. Arsule? C'est très bien. Moi, on me dit Panturle. Panturle? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire moi. Ils ont passé la nuit à parler. Le jour se lève, Panturle, debout, remet sa veste. Puis il s'approche d'elle. Arsule! Arsule! Tu viens? Alors lève-toi. Tu veux que je te porte? Où est-ce que nous allons? À la maison. Mais vous êtes sur la Canebière, aux quatre coins du monde, indiscutablement. On aime sa faconde et ses mille défauts charmants. Elle a la grâce brune des filles du midi. Il n'en existe qu'une, voilà pourquoi chez nous l'on dit. On connaît dans chaque hémisphère notre Canebière. Et partout, elle est populaire. Notre Canebière. Elle parle mieux fort et sans effort. Coquette de sport, elle exagère. Elle finit au bout de la sphère. Notre Canebière. Comment vous la décrire? Nous sommes dans la boutique de Maître Panis, Maître Voyer, sur le Vieux-Port de Marseille. On n'entend pas, on entend. Sur les conseils de Monsieur Brun, sur les conseils de celui-ci, Monsieur Brun vient d'acheter le Pitalug, la fameuse barque que tout Marseille connaît. Vous allez savoir pourquoi, car voici Monsieur Brun qui arrive pour choisir des voiles chez Panis. Ah, alors, monsieur Brun. Alors, vous l'avez acheté, ce bateau? Eh oui, je viens de l'examiner à fond. Et alors? Et pour le prix, il me paraît bien. Je comprends, dites qu'il est bien. C'est un véritable lévrier des mers. Le moteur me
paraît bien petit. Ah, mais c'est bien ce qu'on vous a dit. Ce n'est pas un canot à moteur. C'est un bateau à voile avec un moteur auxiliaire. Alors, vous l'avez acheté. Eh oui, j'ai donné 300 francs d'art. Alors, voilà la maquette. Je vous fais un jeu de voile complet comme convenu. Naturellement. Bien. Regardez, ça c'est la maquette, et numéro 24, j'ai les mesures du bateau. Touchez-moi ça, monsieur Brun. Regardez-moi ça, si c'est léger, c'est solide, ça a du corps. Et ça ne mouille pas dans l'eau. Touchez-moi le grain. Oui, ça me paraît bien, mais c'est un peu raide, vous ne trouvez pas? Ah, écoutez, monsieur Brun, c'est des voiles que vous voulez ou bien un pantalon pour madame? Parce que si c'est pour un pantalon, ne prenez pas ça. Mais pour une voile, je vous le conseille. Parce qu'une voile, ça supporte de l'épaisseur, vous comprenez? Oui. Et puis ça, vous voyez, monsieur Brun, ça va vous faire, cette voilure, ça va vous faire des voiles qui vont claquer dans le vent. Chaque fois que vous allez changer de bord, vous allez entendre comme une compagnie de perdreaux. C'est poétique. C'est poétique, mais combien ça va vous coûter pour une voilure complète? 1000 francs. Ah, c'est poétique, mais c'est cher, hein? Un tout petit, mais tout petit billet de 1000 francs. Le plus petit billet de 1000 francs possible. Et qu'est-ce que c'est le plus petit billet de 1000 francs possible? Je veux dire que comparé à une voilure, monsieur Brun, un billet de 1000 francs plié en 4, c'est rien du tout. Pensez qu'avec ce petit bout de papier, je vais vous faire tout ça. Avouez que c'est un cadeau entre amis. Hein. Un cadeau, pas précisément. Mais enfin, tout de même. Ah. Bonjour César. Bonjour, messieurs. Bonjour César. Vous achetez des voiles, monsieur Brun? Je fais choix d'une voilure pour mon bateau. Ah, vous avez acheté un bateau? Je viens d'acheter le Pitalugue sur les conseils de Maître Panis. Le Pitalugue? Le grand canot blanc? Oui, vous le connaissez? Vous pensez si je le connais? Mais tout le monde ici le connaît. C'est l'ancien bateau du docteur Bourde. Il a eu au moins 15 propriétaires. C'est curieux, ça. Ah oui, c'est curieux, mais le bateau lui-même, il est encore plus curieux. Et pourquoi? Bon ben, tu l'as pas averti. Mais de quoi? Alors écoutez, monsieur Brun, j'ai peut-être oublié de vous dire qu'il est un peu jaloux. César est jaloux? Non, le bateau est jaloux. Ça veut dire qu'il penche assez facilement sur le côté. Vous comprenez? Il penche fortement? Non, monsieur Brun, non. C'est-à-dire que dès qu'on monte dessus, il chavire. Ah, il fait pas un tour complet, non. Dès qu'il a la quille en l'air, il ne bouge plus. Et il faut même une grue pour le remettre du bon côté. Allons, César, plaisantez. Mais certainement qu'il plaisante. Bon, il est certain que ce bateau a un peu chaviré parce qu'il n'est pas lesté comme il faut, parce que c'est vrai, il faut dire, il est jaloux. Mais c'est curieux, ça. C'est curieux. Ah ça oui. lui arrive souvent, ça? Non, monsieur Brun, non. C'est curieux, mais le bateau lui-même, il est encore plus curieux. Alors, vous prétendez que dès que je mettrai le pied dessus, ce bateau va chavirer? Ah oui, c'est possible, mais ce n'est pas sûr. Après tout, il a tellement chaviré de fois que peut-être maintenant il est dégoûté et il voudra plus. Quelle blague! Mais pourquoi chavirerait-il systématiquement? Parce qu'il a une hélice trop grosse pour lui. Elle prend trop d'eau. Ce qui fait que quand on pousse un peu la vitesse, au lieu que ce soit l'hélice qui tourne, c'est le bateau. Alors, il se dérive. Mon cher César, tes plaisanteries sont ridicules. Ce bateau-là, monsieur Brun ne l'a pas fait sur commande.
Il ne l'a pas acheté au prix d'un canot inchavirable. Il l'a payé 1500 francs. C'est une bonne occasion. Et vous ne trouvez pas que même avec ses défauts, c'est une belle occasion? Ah oui, c'est une belle occasion de se noyer. Panis, c'est vous qui m'avez fait acheter ce bateau. Franchement, est-ce que ce bateau chavire? Mais mon cher monsieur Brun, les royaumes chavirent, les jolies femmes chavirent, et nous finirons tous par chavirer un jour au cimetière. Tout chavire dans la nature, et naturellement surtout les bateaux. Et surtout celui-là. Vous garantir que le Pitalug ne chavirera jamais, je ne le peux pas. Oh que non. Ce sont les risques de la navigation. Si vous voulez aller sur la mer sans risque de chavirer, n'achetez pas un bateau, achetez une île. Eh bien c'est ça, achetez le château d'If et Panis, il vous fera les voiles. Monsieur Brun, capitaine du sous-marin, on peut dire qu'on vous a bien embarqué, hein, monsieur Brun? Mon cher César, depuis un quart d'heure, vous essayez de me mettre en boîte. Eh bien, permettez-moi de vous dire que cela ne prend pas. Bravo. D'ailleurs, pour couper court à toutes ces galéjades, je m'en vais le sortir du port et m'en vais l'essayer. Non, ce n'est pas la peine, monsieur Brun. D'abord, vous ne pouvez pas, vous êtes tout seul. Oh, j'irai avec le chauffeur. Dis donc, petit, veux-tu venir avec moi essayer le Pitalug? Ouais. Mais après ce que monsieur César vient de dire, vous comprendrez bien que ça fera 5 francs. Hein. Eh bien, soit ce sera 5 francs. Et vous, Panis, vous nous accompagnez. Je voudrais bien, mais je ne peux pas. Pas si bête. Je ne peux pas quitter le magasin, et nous travaillons ici. Mais écoutez, emportez tout de même une bouée. Je sais très bien que vous ne nous en servirez pas, c'est certain, mais ça ne peut pas vous faire de mal. Voilà. Oh, faites oui. Et je donne immédiatement des ordres à l'atelier pour commencer à couper les voiles. Non. Attendez donc le résultat de l'expérience. Oui, attendons le résultat. Je suis d'ailleurs bien tranquille, moi. Je suis un connaisseur de bateaux. Ah oui, vous m'en avez tout l'air. J'ai vu ce bateau-là, je l'ai jugé, je l'ai examiné. Après sa ligne, sa coupe, son gabarit, ce bateau-là ne peut pas chavirer. Et il ne chavirera pas. Et pourtant, je vais faire tout mon possible pour le faire chavirer. Ne forcez pas votre possible, monsieur Brun. Ça va se faire tout seul. Vous savez nager au moins. Mon cher César, je suis bien heureux de vous donner une confiance que j'ai dans ce bateau-là. Je ne sais pas nager du tout. Alors adieu, monsieur Brun. Comment, adieu? Eh ben, on se reverra au ciel. À nous deux. Car elle le repousse. Il lui propose de racheter ses fautes en lui offrant tous ses biens si elle accepte de l'épouser, mais elle le rejette avec dégoût. Hugolin se suicide, laissant derrière lui le papé, seul et meurtri, de voir disparaître le dernier espoir de voir son nom se perpétuer. Du papé, une aveugle nommée Delphine revient au village qu'elle avait quitté depuis de nombreuses années. Alors qu'ils sont assis tous les deux sur un banc à bavarder, Delphine reproche au papé de ne pas avoir répondu à une lettre très importante des décennies auparavant. Je t'ai reconnu à ton pas. Tu as l'oreille fine comme un œil. Ça ne remplace pas, César. Ça ne remplace pas. C'est bien joli la danse du ventre. Mais tu as fait une belle bêtise quand tu étais là-bas. Moi? Oui, toi. Je dis une bêtise. Mais c'est presque un crime. Quelle bêtise!
Ça m'étonnerait bien que tu l'aies oublié. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Tous les officiers étaient contents de moi. Ils m'ont même donné la médaille. Et quand j'ai été blessé, ils allaient me nommer caporal. Ça, c'est autre chose. Moi, je te parle d'une lettre que tu as reçue. Quelle lettre? Une lettre qui méritait bien une réponse. Et toi, tu n'as pas répondu. Une lettre de qui? Bon, je comprends que tu ne veux pas me le dire. Delphine, je te jure... Ne jure pas, gros mécréant. Excuse-moi de t'avoir fait penser à quelque chose qui te déplaît. Je ne t'en parlerai plus. Delphine, cette lettre que tu me dis, Si ça te gêne, parlons d'autre chose. et pourquoi ça me gênerait? Qui est-ce qui m'avait écrit? Tu ne peux pas l'avoir oublié. Delphine, nous sommes devant l'église, là, et je vois la croix là-haut sur le clocher. Eh bien, devant cette croix, je te jure que je ne te fais pas la comédie. Je n'ai pas reçu de lettre, à part celle de mon père, d'Anglade et de Castagne. Alors ça serait terrible. Jure-moi que tu ne me fais pas des hypocrisies. Encore une fois, je te le jure. Qui est-ce qui m'avait écrit? Florette, Qu'à moins? tu sais très bien qu'il n'y en avait pas deux. Tu es sûr qu'elle m'avait écrit? C'est moi qui ai donné la lettre au facteur. Elle ne voulait pas que ça se sache. Delphine, je te jure que cette lettre, je ne l'ai jamais reçue. Une lettre d'elle, je ne l'aurais pas oubliée. J'ai encore un petit mot écrit au crayon et une épingle de ses cheveux. Quand je suis revenu, elle avait quitté le village. Elle s'était mariée avec un forgeron de Crespin. Et elle avait un enfant. Comment est-ce possible que cette lettre se soit perdue? Delphine, tu sais, là-bas, on changeait tout le temps d'endroit. C'était dans le bled ou dans la montagne. Des fois, on ne recevait même pas à manger, ni même des cartouches. Alors, tu sais, c'est bien possible que des lettres se soient perdues. Celle-là, si je l'avais reçue, je crois que je la saurais encore par cœur. Alors ça, si c'est vrai, c'est terrible. Tu crois qu'elle m'aimait? Imbécile! Elle n'a jamais voulu me le dire, même après ce qui s'était passé un soir en revenant du bal dans la grange d'Anglade. Elle prenait toujours des airs de se moquer de moi. Ça, c'était son caractère. Mais à moi, elle me disait tout. Et dans cette lettre, elle te disait qu'elle t'aimait et qu'elle n'aimerait jamais que toi. C'est vrai. Et puis quoi encore? Elle te disait aussi qu'elle était enceinte. Comment? Tu étais partie depuis 3 mois. Et elle te disait que si tu écrivais à son père pour lui promettre de l'épouser, elle attendrait. On montrerait la lettre à tout le village et personne ne se serait moqué d'elle. Delphine, tu es sûre? C'est moi qui ai donné la lettre au facteur. Je l'ai même aidé à l'écrire, cette lettre. La pauvre, elle ne dormait plus. Elle a même voulu faire passer le petit avec les tisanes du diable. Dans les collines, elle sautait du haut des rochers. Mais il était bien accroché. Alors elle t'a détesté. Elle est partie danser à Aubagne, où elle a trouvé ce forgeron de Crespin. Elle l'a pris pour quitter le village. Et jamais personne n'a su quand cet enfant est né.
il est né vivant? Oui, vivant, mais bossu. Au début, elle m'a écrit. Elle me disait que le petit garçon était très intelligent. Et puis, je me suis mariée. Je suis partie à Marseille. Elle ne m'a plus écrit. On m'a dit qu'elle était morte. Mais le petit, à mon avis, il est toujours à Crespin. Tu devrais aller le voir, César. Tu es seul, tu es riche. Il a certainement besoin de toi. Sois tranquille. J'en ai jamais parlé à personne. J'entends Clairette qui revient. Approche-toi, ma fille. Il commence un peu à faire frisquer et je serai mieux au coin du feu. Adhésia, César. Je vais prier pour toi. Cigalon est le propriétaire d'un restaurant à la Treille, un petit village de Provence. Depuis des années, il refuse catégoriquement de servir ses clients. Mais lorsque l'ancienne blanchisseuse de l'hôtel où il officiait, Madame Toff, vient lui annoncer qu'elle va ouvrir un restaurant concurrent dans son village, avec son neveu Virgile, il est piqué au vif. Bon appétit. À la vôtre. Attends, Madame Toffi qui s'amène. Bonjour, Monsieur Cigalon. Bonjour, Madame Toffi. Alors, on est monté un peu à la campagne. Eh oui. Bonjour, Maman Toffi. Bonjour. Oui, je suis montée avec mon neveu. Il vient de finir son service militaire. Bonjour. On l'a pris au service militaire, lui. Ils m'ont gardé pendant 1 an. C'est pénible. Ce là-bas, ça vous apprend la vie. Ça vous dégourdit. C'est pour ça qu'il a l'air dégourdi. Asseyez-vous un peu, Madame Toff. Qu'est-ce que vous restez là au milieu? Allez, asseyez-vous un peu si vous avez le temps. Alors, la blanchisserie, ça marche toujours? Bon, oui, naturellement. Il y aura toujours du linge sale, bien sûr, et puis il y aura toujours des blanchisseuses. Mais pour moi, c'est fini. Qu'est-ce que vous me dites? Oui, j'ai vendu mon petit magasin. Je ne veux plus être blanchisseuse. Ah bon? Non. Et qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, justement, je viens vous voir pour une question très délicate. Assieds-toi, Virgile. Vous venez pour m'emprunter de l'argent? Non, non. Tant mieux, parce que je vous en prêterai pas. Ah ben, merci quand même. Hein. Non. Je vous connais, hein. Mais de l'argent, vous en connais avez. depuis longtemps, de l'argent, j'en ai. Je vous connais depuis longtemps et de toute façon,
Voilà, je suis venue vous dire ce que je veux faire avant de le faire. Oui. Et qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien justement, au lieu de prendre une autre blanchisserie, j'ai eu l'idée d'ouvrir un restaurant. Un restaurant? Oui. Bravo. Alors bravo. Voilà une femme intelligente. Voilà une femme qui veut gagner de l'argent, tu vois, tout en faisant plaisir au monde. Et cette femme qui veut ouvrir un restaurant, à qui c'est qu'elle veut demander des conseils? À moi, Cigalon. Bravo, bravo, bravo. Tiens, mangez l'orange, tiens, allez. Merci. Effectivement, je suis contente que vous me donniez une orange, Oui. parce que de toute façon, Vous voulez des c'est normal conseils? que je vous demande des conseils. Eh oui, tous les conseils que vous voudrez. Et précieux, parce que moi, toute ma vie, j'ai pensé à ça. J'ai pensé à cette question. Si j'avais été journaliste, j'en aurais fait des articles. D'abord, voyons la chose d'un peu plus près. Si c'est un restaurant de luxe sur la Canebière, par exemple, c'est une chose. Sur le port, ça l'est une autre. Si c'est du côté d'Andoum, alors là, c'est complètement différent. C'est une nuance particulière. Alors si c'est au chemin des Chartreux, alors là, c'est autre chose, parce que c'est même plus simple, parce que là-bas, je connais les habitudes, la population, la température, les odeurs, le climat. Enfin, vous me suivez bien? Oh, très bien. Très bien. Alors, première chose, où c'est? Eh bien, c'est ici. Comment ça, ici? Vous voulez m'acheter le restaurant? Non, pas du tout. Je veux en ouvrir un autre. Ici? Dans ce village? Et pourquoi pas? Dans le village de mon restaurant? Un restaurant? Mais un restaurant où on mange? Oui, un restaurant où on mange bien. Alors, j'ai loué la maison Tonin et j'ai commandé les réparations à Marius. Il commence demain. C'est pour ça que je viens vous voir. Alors j'en ai entendu dans ma vie, j'en ai entendu dire des impudences, des cochonneries, des saletés. Mais alors une impudence aussi criminelle, jamais, jamais, jamais. Attends, toujours savais qu'il me prendrait mal. Cigalon! Oh, Cigalon! coquin des boudious, ça m'arrête les pieds paquets. Calme-toi, Cigalon, moi un courage! Je savais qu'il me prendrait pas bien, je le savais. Cigalon! Reprends-y l'orange. Voilà, ne vous énervez pas. Voilà, je vais vous expliquer. Moi, je vois que depuis quelques mois, il vient beaucoup de monde ici. Hein? Surtout le dimanche. Et vous refusez de servir les clients. Oui, vous refusez de servir les clients. C'est client, Alors, c'est client. Madame? alors, moi, qu'est-ce que je fais? Ma- Je vais les faire manger. Hein? Ça ne vous enlèvera rien. Et vous, vous pourrez continuer à ne pas les servir. Madame a l'espoir de faire blanchir une écurie et elle se voit déjà des clients. Elle se croit restaurateur. C'est à crever de rire, hein. Moi, ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler. Eh bien, si vous rigolez, ça ne se voit guère, hein? Et puis, il ne faut pas dire que c'est une écurie, hein. Parce que moi, j'ai été garde d'écurie. Donc, une écurie, je sais ce que c'est. Ouais, toi, tu as le droit de confondre, parce que pour un âne, une écurie, c'est un restaurant. Oh, j'ai une salle à manger de 20 mètres sur 10, éclairage électrique, et derrière la maison, une grande terrasse, avec des tonnelles. Des tonnelles? Oui, pour les amoureux. Des tonnelles. Madame a des tonnelles pour les amoureux. Hein, encore un endroit où on va amener son beefsteak. Et sur la porte, vous mettrez une grosse lanterne, là, comme ça. Hein? Ah, on peut dire que ça nous manquait. C'est du propre, ça. J'ai acheté une batterie de cuisine de 4000 francs. Et qui c'est qui va faire la cuisine dans cette espèce de restaurant? Moi. Elle.
Tu l'entends? Elle. Alors là, c'est fou. Alors là, c'est fou. C'est le délire des vieillards. Il y a même plus de quoi se fâcher. Eh bien, c'est ça, alors, vous fâchez pas. Mais malheureuse, quelle différence y a-t-il entre une daube faite dans une cocotte ou dans une marmite d'aubagne? Je ne sais pas. Elle ne sait pas. Et comment faites-vous, madame, la minestrone milanaise? Elle ne sait pas. La sauce Cumberland aux fumées de gibier. La queue de bœuf en hanche-peau. Le salpicon de veau rôti. Répondez! Ah ben, je ne sais pas, mais vous savez tout faire, je le reconnais. Seulement, vous ne faites rien. Et moi, je me dis qu'un bon restaurant ici peut gagner de l'argent. Ben, j'en fais un, ben voilà tout, hein. Mais ce restaurant existe. Oui, mais vous ne voulez pas donner à manger. Alors moi, si je donne à manger aux clients, qu'est-ce que ça peut vous faire? Ça ne vous coûtera pas un sou. Madame, je me fous des sous parce que j'en ai. Mais c'est l'honneur qui est en jeu. Je suis restaurateur, madame. Que je restaure ou que je ne restaure pas, je ne veux pas de concurrence chez moi. Si vous avez la prétention d'ouvrir cette mangeoire, je vous ruine. Ben c'est ça, c'est ce que nous verrons. Ah ben moi qui étais venu vous avertir par politesse. C'est ça, une politesse, venir nous insulter chez nous. Mais qui c'est qui vous insulte? Madame, vous êtes venue jusqu'à ma table à l'heure des pieds épaqués pour me porter une déclaration de guerre. Et vous me parlez de politesse. Dites-moi à quelle date vous allumerez les fourneaux de votre écurie. Ben, moi je n'ai rien à cacher, hein. Ce sera vers le 10 juillet. Dans 2 mois. Oui, nous avons le temps de nous défendre. Et maintenant, ne restez plus ici. Ne venez pas me voler mes secrets de cuisine. Sidonie, couvre vite les pieds paquets qu'elle ne sente pas l'odeur. Et moi, je sens rien. Je suis enrhué. Retirez-vous, madame, retirez-vous. Je ferme tout de suite. Oh ben vous ne risquez pas de fermer. Ah, parce que c'est vous qui vous m'en empêcherez? Vous ne risquez pas de fermer un restaurant que vous n'avez jamais ouvert. Vipère! Je ferai ma réouverture en même temps que vous, le même jour et à la même heure, et nous verrons. Oui, c'est ça. Nous verrons votre méchanceté. Viens, Virgile. Moi, celui-là, par exemple. À l'écurie, à l'écurie. Fermé pour cause de mise au point. La jolie Patricia est élevée par son puisatier de père, Pascal Amoretti. C'est un veuf au grand cœur, mais aux principes rigides. La jeune fille va s'éprendre de Jacques Mazel, un séduisant officier aviateur, fils d'un riche commerçant. Lorsque la guerre éclate, le jeune homme va rejoindre son escadrille sans savoir que Patricia est enceinte. Chassée par son père et humiliée par la famille Mazel, la future maman se réfugie chez sa tante Nathalie, sœur de Pascal. Quelques mois plus tard, Pascal apprend par Philippe et son assistant que Patricia a accouché d'un garçon et qu'il porte son nom de famille. Il se prend finalement d'intérêt pour cet enfant et veut faire revenir sa fille afin de l'aider à l'élever. Patricia et Nathalie sont au lavoir.
C'est comme le petit commis du percepteur. Il met des chemises de femme. Quand je m'occupais de mon linge, moi, dans mon innocence, je croyais qu'il était marié. Puis un jour, figure-toi que quelqu'un me dit, voilà Pascal. Je n'ai pas peur. Tu sais ce qu'il vient faire? Il vient chercher l'enfant. Maintenant que tout le souci est passé, il vient pour nous le voler. Tu crois? Oh, vaille, je le connais, ce vieux sournois. Il vient chercher l'enfant, mais il voudra jamais l'avouer. C'est son petit-fils et s'il accepte de nous reprendre à la maison? S'il vous reprend, il faudra qu'il le dise, toi. Aide-moi, sois toujours de mon avis, ne te retourne pas, ne le regarde pas. Ah, te voilà, toi. Et me voilà. Bonjour, ma soeur. Alors? Alors, me voilà. J'avais besoin de te parler, à toi et à l'autre là-bas, qui fait semblant de ne pas me connaître. Père, je ne sais que dire. Si tu sais pas quoi dire, moi je sais quoi dire. Ça n'a pas l'air. Ouais. Moi, quand je parle, c'est pour dire quelque chose. C'est pas pour faire du bruit. Alors, il paraît que ton enfant est né. Oui, Père, il est né. Ces choses-là. Ces choses-là, en général, ça finit toujours à peu près pareil. Hein. Elle n'a rien inventé. Hein. Nathalie, puisque tu n'as rien à dire, tu ferais mieux de ne pas parler. Hein. Cet enfant, c'est un garçon, et on m'a dit qu'il s'appelle Amoretti. Comme moi. Il s'appelle Amoretti comme à moi. C'est moi qui lui ai donné ce nom par-dessus toi, parce que le nom, c'est moi qui l'ai. Et le père de notre père, il s'appelait comment? Peut-être Escartefigue, non? Toi, à notre nom, n'en parle pas. Tu lui as guère fait du bien. Alors, cet enfant, c'est un garçon. Et il porte mon nom comme le premier-né après moi. En Provence, une fille, on l'appelle Amanda, Léonie, tout ça. Un cadet ou un troisième garçon, on l'appelle Pierre, Jacques ou Paul. Mais un premier-né en Provence, on ne lui dit jamais son petit nom. On l'appelle toujours par le nom de famille. Et celui-là, que je ne connais pas, s'appelle Amoretti. Et moi, que ça me plaise ou pas, je suis responsable de lui. Responsable en quoi? En tout. C'est comme s'il allait voler les prunes de monsieur le curé, ou s'il écrasait quelqu'un en conduisant une automobile, ou s'il allait frapper les gendarmes. Toi, si tu n'arrêtes pas ton moulin à parole, je te frappe comme un drap de lit, hein? Mais c'est qui le ferait, c'est bestiaire. Nous parlons de choses sérieuses. Alors, tais-toi. Non, je ne me tairai pas. Cet enfant est né dans mon lit et c'est moi qui lave ses linges. Toi, tu nous fais des discours depuis 5 minutes pour nous dire des choses que nous savons déjà. Et alors? Comment alors? Alors quoi? Ça veut dire quoi ce que tu dis? Ça veut dire ce que j'ai dit. Père, que veux-tu que je fasse? Je t'obéirai. Et dis-nous un peu pourquoi tu es venu. Je suis venu pour dire que c'est grave. Eh bien, c'est grave, nous sommes d'accord. Puisque tu n'avais que ça à nous dire, maintenant nous le savons. Ne nous fais pas perdre notre temps. Donne le bonjour à tout le monde à la maison. Parce que nous, il y a quelque chose d'encore plus grave, c'est que cet enfant, il faut le nourrir et l'habiller. Patricia, reste là. J'ai quelque chose à te dire. Quelque chose de plus grave que tout ça. À propos de mon fils? Oui et non. Voilà. Felipe a eu une idée. Il dit que s'il te marie, l'enfant changerait de nom et il serait plus bâtard. Alors, voilà, il veut te marier. Il va certainement t'en parler. Il faut que tu dises non. Bien, père. Et pourquoi tu dis bien, père? Philippe serait un bon mari pour toi. Pourquoi tu dis non? Parce que ce serait malhonnête. L'enfant changerait de nom, il serait plus bâtard, mais Felipe, ce serait un père bâtard, et il n'aurait plus d'honneur.
Mais qui le sait que cet enfant n'est pas le sien? Moi, je le sais. Monsieur Mazel le sait. Enfin, c'est quelque chose que l'on sait. Alors, il faut qu'elle dise non. Mais je lui ai déjà dit non, père, et il sait que je n'ai que de l'amitié pour lui. Eh bien, tu as raison. C'est bien comme ça. Ici, nous avons les aviateurs ici. Hein? Ici, nous avons les aviateurs. Si elle ne trouve pas à se marier, il y a les aviateurs. Ah, je crois que ces messieurs des aéroplanes dans la famille. On ferait mieux de ne pas leur faire confiance, hein? Et c'est eux qui nous courent derrière. Va, elle trouvera bien à se marier, vite à se marier, et puis si le petit change de nom, eh ben, il aura un joli nom, un nom de la ville. Voilà. C'est ça que vous manigancez là, hein? Je m'en doutais, hein? Parce qu'un seul crime, ça ne suffisait pas, alors vous vous préparez à en faire d'autres, hein? Dans ces conditions, toi tu vas faire tes paquets et tu vas rentrer avec moi à la maison, hein? Ah, avec mon fils. Amène-le si tu veux, moi je ne veux pas le savoir. Alors, il ne vaut mieux pas que tu le portes chez toi parce que cet enfant, c'est l'enfant du péché, c'est la grosse honte de la famille. Oui, la deuxième honte après toi. Eh bien, il n'y a qu'à laisser les deux hontes ensemble. Moi, ce petit, je me sens de l'élever et je m'en charge. Voilà. Je crois que... Qu'est-ce que tu en dis? Oui, après, parce que j'entends rien. Tant pis, on le lâchera ici. Après tout, avec tante Nathalie, il ne sera pas abandonné. Ça, c'est vrai ce que tu dis. Seulement, moi, l'amener à la maison, moi, ça me fait mal au cœur. J'ai la grosse colère contre lui. J'ai la colère de tant de misère qu'il m'a faite. Mais toi, comme je te connais, si tu ne l'amènes pas avec toi, tu vas commencer à languir, et puis après, tu vas plus manger, tu vas devenir toute maigre, et puis finalement, tu vas me demander de revenir le chercher. Non, elle ne te le demandera pas. Et qu'est-ce que tu en sais, toi? Tu en as eu des enfants? Non. Heureusement, hein? Sans ça, tu en aurais eu 50. Et puis, de quoi tu te mêles? Qui te parle? Et toi, de faire des hypocrisies, là, hein? Tu crèves d'envie de l'emporter et tu fais celle qui ne veut pas, hein? Qu'est-ce que c'est, ça? Moi, les hypocrites, je les aime pas, hein? Quand on a envie de faire quelque chose, on le dit. Et quand on le dit pas, eh ben, on le fait. Mais... Où vas-tu, père? Et à coup sûr, je vais le noyer. Et n'aie pas peur, imbécile. Tu vois pas qu'il est au soleil depuis 10 minutes. Après tout, pourquoi essayer de l'assassiner? Père, tu nous voudrais à la maison? Toi, oui. Et lui, je sais pas encore. Je ne le connais pas. Et puis, je parle depuis 1 heure, là, et personne ne pense à soulever un coin de ce torchon. Oh, qu'il est beau. Il est tout petit, hein? Oui. Ah, seulement, on dirait qu'il ne doit pas beaucoup manger, hein? Si le lait de sa mère ne lui suffit pas, on peut lui faire un bon saladier de pois chiches avec un oignon. Oui. Il a des petits doigts, hein? Avec des ongles. Tu n'as jamais vu, Kay? Si, j'en avais vu, mais j'avais jamais regardé.
puis qu'est-ce que vous faites là? Vous l'avez pas assez tripoté? Il vous a pas assez tiré l'oreille, là? Allez, préparez les paquets, là, que nous partons dans 10 minutes. Allez, dépêchez-vous, nom de Dieu. Il ouvre les yeux. Amoretti. Férisette. Amoretti, le jeune. Fais ton plus beau sourire. C'est pour Amoretti, le vieux. Fanny tient un banc de coquillages avec sa mère Honorine devant le bar de César. Anis, riche maître voilier et vieil ami de César, est veuf depuis à peine 3 mois. Mais l'absence lui est insupportable. Il se demande comment il tient le coup. Ça ne peut plus durer. Il n'a pas d'enfant. Il est orphelin, ce qui est un peu normal à son âge. Ça ne fera de tort à personne. Il préfère se remarier tout de suite. C'est qu'il a en vue quelqu'un et il veut faire sa demande à la première occasion. Dans le bar, Honorine fait ses comptes avec application. Panis arrive. 68 et 9, 77 et 8, 85 et 6, 91. Bonjour, Honorine. Ça a marché ce matin? Ouais, comme d'habitude. J'ai fait 7 kilos de rouget, un peu de dorade, des beaux droits et un beau fielas. 91 et 5, 96. Ce matin, le Mistral, il s'est tué, hein? Demain, la pêche, elle sera bonne. Ouais, il y aura du rouget. Dites, Honorine, vous viendrez au cabanon dimanche? Au cabanon? Dites, Panis, ça fera 2 fois en 15 jours. Si ça vous déplaît, c'est 2 fois de trop. Mais si ça vous amuse, ce n'est pas assez. Ça ne me déplaît pas, bien au contraire. Le bon air, un fin dîner, une bonne bouteille. Mais ça fait parler les gens. Oh, Honorine, quoi qu'on fasse, les gens, ils parlent toujours. Dites, Panis, ça fait quelque temps que je vous vois venir. Alors si la chose n'est pas sérieuse, il vaut mieux l'arrêter tout de suite, hein? Qu'est-ce que vous appelez sérieuse? Dans ma famille, il y a de l'honneur. À part ma sœur Zoé, peu chère, qui avait l'amour dans le sang et qui est tombée à la renverse sur presque tous les sacs du Vieux-Port. Mais pour les autres femmes de ma famille, personne ne peut dire ça. Alors si ça n'est pas pour le mariage, dites-le moi. Honorine, vous savez bien que je pense au mariage. Ça a toujours été mon idée. Alors, c'est tout différent. Si vous venez au cabanon dimanche, on sera à l'aise de parler de tous les détails. Dimanche, oui. Fanny part toute la journée à Aix, chez ma sœur Claudine. Elle rentre que le soir. Comment? J'aurais même pas besoin de lui dire où je suis allée. Elle ne viendra pas avec vous? Nous serons plus tranquilles pour discuter. Ouais, plus tranquille. Vous auriez pu la mener quand même. Hein? La vérité, c'est que j'ai un peu honte devant elle. Honte de quoi? Ah, mais vous ne comprenez pas que c'est peu délicat, les hommes. Brigandas, va, qui m'auriez dit que vous m'amèneriez au cabanon lorsque vous faisiez la partie de boule avec mon pauvre frisé. Dites, Honorine, je ne sais pas si nous sommes bien d'accord. Comment?
Vous ne pourrez toujours nous expliquer? Vous croyez Mais il y a quelque chose que je ne discuterai pas. C'est la communauté. Je veux la communauté. Oui, pour ça, on s'entendra toujours. Mais il me semble qu'il y a une erreur de votre part. Vous croyez peut-être que c'est vous que je veux. Comment ça, si je crois? Vous venez pas de me le dire? Mais non, je vous ai jamais dit ça. Voyons, Norine, vous n'êtes pas toute seule dans la famille. C'est peut-être pas la petite. Mais oui, c'est la petite, naturellement. La petite à l'éveil, vous galégez. Norine, vous ne pensez pas qu'à votre âge. Et qui est mon âge? Il y en a de plus jeunes que vous qui me courent derrière. Mon âge. Faut s'entendre dire une chose pareille par un vieux polichinelle que les dents lui bougent. Norine, mais vous savez bien que... Et alors, vous ne vous êtes pas regardé? Si mes rascasses n'étaient pas plus fraîches que vous, je ne vendrais guère. Mais ben, ne parlez pas de vos rascasses. Il s'agit de la petite. La petite. Quel malheur. Qui pourrait imaginer une chose pareille? Vous n'en avez pas assez porté avec votre première? Comment s'est porté? Si on vous avait mis une voile entre les cornes, il aurait fallu le même quille pour vous tenir d'aplomb. Et vous, qui parlez tant des autres, là, hein? Dites-nous ce que vous alliez faire le soir dans la remise de Maître Barbantane avec Nestor, le premier trombone de l'opéra. Et alors, pourquoi une veuve ne pourrait pas discuter avec un trombone? Mon mari était mort depuis 2 ans. Puis je vous apprendrai qu'au ciel, il n'y a pas de cocu. Ouais. Seulement, ça les gênerait pour mettre l'auréole, hein? La petite. Qui est toupée, la petite? Ben, Norine, c'est bête de nous disputer pour un malentendu. Écoutez-moi. Vous désirez quelque chose, ma belle? Je voudrais des violets, mais ceux-là sont bien petits. Oh, il y en a des plus gros, hein? Oh, ils sont vraiment petits, hein? Ils sont comme d'habitude, hein? Ils sont vraiment petits. Hein? Si c'est des monstres que vous voulez, faut aller à l'aquarium. Je ne veux pas de monstres, mais tout de même. Bon, alors, je vous en mets une douzaine. Oh non, hein? Ils sont vraiment petits. Ben, laissez-les, hein. Et puis, arrêtez de les pétrir comme ça, là, vous n'allez pas les faire grossir. La petite. J'aurais donné 100 000 francs à la petite comme l'autre. 100 000 francs. 100 000 francs. Eh oui, je lui constituerai une dot. 100 000 francs? Eh oui. Pani Salivaille, vous plaisantez? Norine, asseyez-vous là que je vous explique bien la chose. Si vous me donnez la petite, je lui fais une dot de 100 000 francs et une pension de 400 francs par mois pour sa mère. Ah non, ça non, hein. Je veux pas vivre au crochet de ma petite, hein. Ça jamais. Je demanderai qu'une chose. C'est vivre avec vous, voilà tout. Oui, pour ça, nous verrons bien. Elle aura une bonne et je lui laisserai tout par testament. Anis, la petite ne voudra jamais. Et si elle voulait, qu'est-ce que vous diriez? Ah, naturellement, je l'empêcherai pas de faire sa vie. Mais elle ne voudra pas. Je lui en ai déjà parlé. Quand? Dimanche au cabanon, pendant que vous faisiez la bouillabaisse. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a dit de demander à sa mère. Ça veut dire qu'elle accepte. Quelle petite masque. Elle m'a bien trompée, celle-là. Vous lui avez parlé des 100 000 francs? Non, c'est elle qui m'en a parlé. Elle est magnifique, cette petite. Et je vous signerai les papiers, tous les papiers, dès que vous aurez dit oui, hein? Anis, parlons peu, mais parlons bien.
vous avez bien réfléchi à la chose. Eh oui que j'y réfléchis. Vous avez vu que la petite elle a 30 ans de moins que vous. Eh oui, mais ce n'est pas de ma faute. Et vous savez ce qui arrivera? Mais elle aura tout, des bijoux, des robes, de l'argent. Ah, Panis, je sais que vous êtes un brave homme. Mais j'ai bien peur qu'il lui manque le principal. Quel principal? Eh ben, je me comprends. Norine, ouais, ne parlez pas de ce que vous ignorez. Moi, je sais qu'il n'y a rien de plus beau que l'amour. Eh, je suis bien de votre avis. Hein. Mais enfin, vaut mieux avoir 18 ans. Eh bien, la petite, elle a 18 ans. Et vous, vous en avez 50. Et seulement moi, j'ai 600 000 francs. Mon pauvre Panis, les chemises de nuit n'ont pas de poche. Moi, je parle dans votre intérêt. Bien sûr, ça serait un beau parti pour ma petite. Mais quand je pense à ça, et que je vous regarde, je vous vois une paire de cons qui va trouver le plafond. Eh bien, vous vous trompez, voilà tout. Hein? Tout ce que je vous demande, c'est de dire oui. Le reste, je m'en occupe. Bon, ben, je vais lui en parler. Je vous donnerai la réponse dans quelques jours. Très bien, dans quelques jours, eh ben, j'attendrai. Hein? Seulement, Panis, j'aimerais bien voir un peu les comptes de votre magasin. Oh, ça n'est pas de la curiosité, hein? C'est l'amour maternel. Venez demain matin, je vous montrerai tout. Demain, après-demain, j'ai confiance, va. Oh, ben, tiens, je vois Fanny qui arrive. Si on y allait tout de suite, là. Eh ben, si vous voulez, hein. Marius, je m'en vais. S'il vient du monde, occupe-toi-en. Dites, Norine, vous ne pensez pas que Fanny et Marius, il y a entre eux un certain sentiment? Ah oui, ben, c'est naturel, hein? Et pourquoi? C'est normal. Eh bien, parce qu'au cabanon, le samedi, ils ont souvent couché ensemble. Comment? Qu'est-ce que vous me dites? Au cabanon, il n'y avait qu'un seul berceau. Oh, coquin de ça! Oh, vous m'avez fait peur! Allons, venez, mon gendre. Et je vous suis, maman. Après le départ de Marius, Fanny, amoureuse et abandonnée, est désespérée. En effet, le docteur Venel vient de lui apprendre qu'elle attend un enfant. Elle va rejoindre sa mère et sa tante qui est venue leur rendre visite. Fanny entre. Elle marche comme une somnambule. Enfin, mademoiselle arrive. Où tu étais, petite coquine? Tu vas te faire remplacer tous les jours maintenant? Bonjour, petite. Bonjour, tante. Elle t'a passé beaucoup de bien la promenade. Tu ne peux plus nous parler maintenant. Mais oui, Norine, elle peut nous parler, mais nous ne lui laissons pas le temps de dire un mot. Alors, tu es allée faire un petit tour? Oui. Ah, écoute, fais, aujourd'hui que tante Claudine vient nous voir, ne recommence pas à faire le mour. Norine, elle ne fait pas le mour. Mais regarde là, elle fait un mour de 6 pieds de long. Ne la gronde pas, vaille. Tu ne vois pas que c'est la passion. Allez, nous allons nous mettre à table toutes les trois, discuter tranquillement. Moi, j'ai faim. Tu n'as pas faim, toi? Maman, je vais avoir un enfant. Qu'est-ce que tu dis? Fanny? Je vais avoir un enfant, le docteur vient de me le dire. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ce n'est pas possible, mais ce n'est pas vrai! Un enfant? Va-t'en! Va-t'en! Fille malheureuse! Va-t'en, fille perdue! Mais si ton pauvre père était là, il te tuerait! Moi, je t'ouvre la porte!
Où veux-tu qu'elle aille? À la rue, les filles des rues. Moi, tu n'es plus ma fille. Je ne veux plus te voir. Maman! Va-t'en, monte dans ta chambre. Va faire tes paquets et file. Mais c'est encore pire que Zoé. C'est la honte sur la famille. Laurine, tu n'as pas honte dans l'état qu'elle est? Elle est blanche comme une morte. Fanny, Fanny, ma petite Fanny, ma petite fille chérie, ne meurs pas. Fanny, vite, ouvre les yeux, mais ne meurs pas. Fanny. Maman! Ce n'est rien, maman. Là, tu vois, c'est passé. Tiens, respire. Ah, respire, ma petite. Ah, la couleur lui revient. Oh, c'est de honte que tu devrais rougir. Tu devrais t'étouffer de honte. Norine, tais-toi. Dès qu'elle tombe, elle s'évanouit, tu sanglotes. Dès qu'elle revient à elle, tu recommences. Laisse-la tranquille. Ah, parce que toi, tu trouves tout naturel qu'une fille rentre chez elle avec un polichinelle sous le tablier? Tu n'as pas honte? Mais oui, elle a honte. Tu le vois bien. Mais après tout ce que tu m'as raconté, lorsqu'une jeune fille a un amant, elle attrape plus facilement un enfant que le million, hein? Alors, Fanny, tu es sûre de ce grand malheur? Et le père, c'est Marius? Mais de qui veux-tu qu'il soit, enfin? Elle n'a quand même pas encore couché avec tout Marseille. Oh, celui-là, si je le tenais. Elle a tort, elle, naturellement. Mais c'est une enfant. Il a dû se jeter sur elle comme une bête sauvage. Oh, mais j'irai me plaindre à la justice, moi. Au bagne, à casser des pierres. Au bagne, les forçats, les saligots, les assassins, les satires. Bonne mère. Mais que le diable de la mer lui mange son bateau sous les pieds. Mais que les favouilles le dévorent. Celui qui a ruiné la vie de ma pauvre petite innocente. Ah, évidemment, ça prouve bien que ce jeune homme n'a guère de délicatesse. Faire d'enfant à une jeune fille, c'est un gros sang-gêne. Mais le mal est fait, bien fait. Faut trouver le remède, pas plus, hein? Eh oui, pas plus. Dis-moi, ma petite, dis-moi, depuis quand tu sais? Depuis qu'il est parti, je n'étais pas comme d'habitude. Je me sentais malade. J'avais mal au cœur tous les matins. Et puis je mangeais beaucoup. Mais à table, tu ne prenais rien. Je mangeais par caprice, n'importe quoi, n'importe quand. Puis j'avais l'air très maigre. Et quand je me suis pesée, je n'avais pas maigri. Au contraire. Alors j'ai eu peur, une peur horrible. Marius ne m'écrivait pas. J'ai pensé à me jeter à la mer. Et enfin, ce matin, je me suis décidée, je suis allée voir le docteur Venel. Oh, un bon docteur, un savant celui-là. Et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Que ce serait pour le mois de mars. Oh, ah ben un joli mois, le mois des fous. Et après, qu'est-ce que tu as fait? Je parie que tu es allé voir César, raconter la chose à César. Non, après, j'ai marché dans les rues, je ne sais où. À la fin, j'ai bu du rhum dans un café. Et je suis venue ici pour tout te dire. Ne pleure pas, Vaille. Quand le mal est fait, est bien fait. L'honneur, c'est vrai que c'est pas facile de le perdre, mais quand il est perdu, il est perdu. Bon, qu'est-ce que tu comptes faire? Je ferai ce que tu voudras pourvu que tu me gardes. Bah alors c'est tout simple, hein. Et nous sommes sauvés. Épouse Planisse. Alors cette fois, c'est mariage dans 15 jours. Hein? C'est oui, oui, oui. Et je vais lui apporter la réponse tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en dis, toi? Moi, je pense que je gagne très bien ma vie. Mon idée, si maman me le permet, ce serait d'élever mon enfant par mon travail. En attendant que son père revienne. C'est beau, S'il mais revient. c'est difficile, hein? Difficile? Impossible, tu veux dire? Qu'elle fasse un enfant sans avoir un mari? Bah, ne perdons pas de temps à dire des choses qui n'ont pas de sens. Maman, et Madeleine Cadeau, la fille du brigadier des douanes, n'a-t-elle pas une enfant sans père? Oui, mais ce n'est pas la même chose. Le père est mort comme ils allaient se marier. Tandis que le tien, il est parti à la nage à toute vitesse pour ne pas t'épouser. Et puis, tu ne vas quand même pas comparer la famille Cadeau avec la nôtre, les Cadanis.
Et oui, Fanny, vous autres, vous êtes des cabanisses. Et puis, tu sais, fais bien attention. Dans toutes les familles, il peut y avoir une garce ou une fille mère. Ça se pardonne, c'est tout naturel. Mais dans notre famille, c'est impossible. Notre sœur Zoé a déjà pris le tour. Si tu n'acceptes pas, Panis, nous sommes tous déshonorés. Moi, je mourrai de chagrin par ta faute. Si tu en vois un autre qui t'aime assez et qui te plaise, dis-le. Le petit Victor, par exemple. Oh, il y a point de santé dans cette famille. Bon, bah, à la fois, c'est vrai que la santé du père n'a pas grande importance, hein, eh bien, puisque l'enfant est déjà tout fait. Non, non, je ne veux pas d'un jeune. Si tu me forces à me marier, alors je préfère Panis. Mais lui, est-ce qu'il me voudra? Oui, il sait très bien tout ce qui s'est passé avec Marius. J'ai pris la précaution de le lui rappeler tout à l'heure. Et il ne peut pas savoir que j'attends un enfant. Mais heureusement qu'il ne peut pas le savoir. Ce sera un enfant de 7 mois, c'est tout. Mais il le faut, voyons, il a le droit de savoir. Mais pourquoi lui dire? Tu n'es même pas sûre que c'est vrai. Le docteur Venel me l'a dit. Oh, mais il est gaga, le docteur Venel, il a 100 ans. Et puis, c'est peut-être nerveux ce que tu as. Alors si ce n'est pas ça, je ne suis pas forcée de me marier. Prends Panis puisqu'il se présente. Non, maman, ce serait un mensonge abominable, ce serait malhonnête. Mais tu n'es pas obligée de mentir puisqu'il ne te demande rien. Il trouvera tout naturel que tu es un bel enfant au bout de 7 mois de mariage. Et puis, il faudrait que tu n'aies guère de cœur pour le priver d'une telle joie. La joie d'être père. Non, non. Il le mérite bien, va. Je ne veux pas être malhonnête à ce point. Oh, mais enfin. Mais une femme n'est jamais malhonnête avec un homme. Si nous sommes dans cette misère, c'est à un homme que nous le devons. Eh bien, faisons payer la faute par un homme. Ce n'est pas le même. Bah, c'est tout pareil, hein. Bon, de toute façon, celui-là, s'il veut t'épouser, c'est parce que tu es jeune et jolie. Ne le prends pas pour un saint. Ça ne vaut pas quelque chose, ça? Tu veux que je lui vole son nom pour l'enfant d'un autre? Mais c'est ça qui serait un crime. Si je faisais une chose pareille, je me croirais la dernière des dernières. Je ne pourrais plus regarder personne dans les yeux. Et c'est vous qui me proposez ça? Oh, mais c'est ça. Mais donne-nous des leçons de morale à présent. Ah, tu ne faisais pas tant de chichi, hein? Quand tu menais ton gigolo dans ta chambre de jeune fille, sous le portrait de ta grand-mère, hein? Et de mentir à ta mère, ça ne te faisait rien? Va, tu es une méchante fille. Tu es une ingrate, tu es... Oh, Norine, tais-toi, on va pas recommencer la comédie, hein. Toute cette histoire est terriblement tragique. Mais on peut manger quand même. Allez, assieds-toi et on mange. Non, je mangerai plus tard. Il faut que j'aille remplacer Fortunette. Elle est dans l'inventaire depuis ce matin. J'y vais. Mais où elle va? Eh bien, où elle t'a dit? Oh là là, quand on n'a pas d'enfants, on est jaloux de ceux qui en ont. Mais quand on en a, ils nous font devenir chèvres. La Sainte Vierge peu chère, elle en a eu qu'un. Mais regardez un peu les ennuis qu'il lui a fait. Et encore, c'était un garçon. Rêve de devenir vedette du grand écran. Mais en attendant ce brillant destin, sa nonchalance, sa maladresse et son gros appétit le font considérer par son oncle comme un irrécupérable boulet. Nous sommes dans la salle à manger, dans l'arrière-boutique de l'épicerie. Il y a l'oncle Baptiste Fabre, en face de lui sa femme Clarisse, et entre eux, il y a Casimir et Irénée. Nous sommes au repas du soir et l'oncle Baptiste, comme par hasard, est de mauvaise humeur. Il ronchonne. C'est toujours la même chose et ça sera toujours la même chose. On ne saura jamais
qui c'est qui a laissé la corbeille de croissants sous le robinet du bidon de pétrole? Ça, on ne le saura pas. J'aurais beau faire une enquête policière, voilà une affaire dont on ne saura jamais rien. En tout cas, il y a une chose que je sais, c'est que ce n'est pas moi. Hein. Moi non plus. J'étais à la messe, ça peut pas être moi. Alors, qui est-ce? C'est peut-être un client de l'épicerie qui, en voulant prendre un croissant, sans faire attention, a fait basculer la corbeille sous le robinet du bidon de pétrole. Et tu en as pris, toi, des croissants? Hein? Naturellement que j'en ai pris ce matin pour mon petit déjeuner, pour me nourrir. Ça, non. Pourquoi ça, non? Parce que tu manges, mais tu ne te nourris pas. Celui qui te nourrit, c'est moi. Ton père, qui était mon frère, ne l'aurait pas fait. C'était un brave homme, oui, mais il n'aimait pas qu'on se foute de lui. Tu me l'as déjà dit bien souvent. Oui, et ça n'a jamais servi à rien. Alors à quoi ça sert de me le redire? Ouais, c'est vrai que j'ai tort. J'ai tort d'espérer qu'un jour tu comprendras qu'il faut travailler pour vivre, que le métier d'épicier est aussi honnête qu'un autre, et qu'un grand galabard comme toi pourrait fort bien aider son oncle qu'il a recueilli, qu'il a nourri, et qui continue à le nourrir en s'esquintant le tempérament. Je vois très bien où tu vas en venir. Tu vas encore me dire que je suis un bon à rien. Oh que non! Mais bon à rien, mais ce serait trop dire. Tu n'es pas bon à rien, tu es mauvais en tout. Je ne sais pas si tu me saisis, mais moi je me comprends. Je te saisis et je suis profondément blessé. Voilà comment il est. Il fait des grimaces et il se fout de tout ce qu'on peut lui dire. Ton frère, au moins, lui, il est reconnaissant. Il travaille dans le magasin et il met un point d'honneur à se tenir au courant de nos difficultés. Le baril d'anchois qui était moisi, c'est lui qui a réussi à le vendre à M. Carbonnière, l'épicier des Acates. Pourtant, c'était difficile, hein? Les anchois, ils étaient tout gonflés, ils étaient remplis de petits champignons verts, on les aurait pris pour des maquereaux. Eh bien lui, il a vendu le baril. Il est aveugle, monsieur Carbonnière? Je lui ai dit que c'était des anchois des tropiques. Voilà l'idée, voilà l'imagination. Il a trouvé ça, lui. Oh, lui. Moi, je sais bien ce qui lui a monté l'imagination à lui. Et qu'est-ce que c'est? Tu savais très bien que ces gens-là, si tu les avais pas vendus, c'est nous qui les aurions mangés. Oui, nous aurions dû défiler toute la semaine jusqu'à la fin du baril ou jusqu'aux obsèques tropicales de la famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce pâté de foie, là, c'est celui que tous les clients t'ont refusé parce qu'il a tourné. Et ce rôti de porc, il est avarié. Il y en a une qui en a mangé, une. C'est Madame Graziani. Je dis c'est parce que nous sommes aujourd'hui. Mais demain, il faudra peut-être dire c'était parce que depuis cette tranche, elle est couchée à l'agonie. Adieu, Graziani. Irénée, qu'est-ce que tu dis? La mère Graziani, elle a 76 ans. Elle a attrapé une indigestion, c'est tout. Mais il faudrait qu'elle ait plus de lunettes, plus de palais pour s'offrir une indigestion de cette viande ambulante. De rôti, de rodin malsain, là. Et puis il en reste pour demain, en plus. On devrait l'attacher dans l'assiette, parce que cette nuit, il va s'en aller. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Laisse-le dire, Clarisse. L'exagération de sa critique en démontre l'absurdité. Cette viande est excellente et j'en ai mangé par gourmandise. Oui, oh, mais toi, en ce qui concerne les poisons alimentaires, tu es blindé,
fortifiés, vaccinés. Hein. Il les digère, il les distille. C'est un véritable alambic. C'est l'alambic des Borgia. Dis donc, tu me traites d'alambic, espèce de grossier. Oui, je sens que l'oncle va se mettre en colère. Avale. Pas en colère, hein. Tu vas encore t'étouffer. Comment veux-tu que je m'étouffe pas une fois de plus quand j'entends des choses pareilles? Mais nom de Dieu, de Trafalgar, mais est-ce possible? Un individu qui ne veut pas travailler? Ah pardon, je ne veux pas travailler à l'épicerie, c'est tout. Je ne suis pas né pour ça. Et pourquoi tu es né? Pour une autre carrière, je suis sûr que j'ai un don. Ah, si tu possèdes quelque chose, c'est certainement un don. Parce qu'avec l'argent que tu as gagné dans l'épicerie, tu n'as pas pu t'acheter grand-chose, hein? Je parle d'un don naturel, un don de naissance, un don de Dieu. Eh ben, ça nous fait bien plaisir que tu aies un don de Dieu. En dehors de ton appétit, ta grande gueule et de ta paresse, qu'est-ce que Dieu a bien pu te donner? Un talent caché. Ah oui, mais alors, bien caché, Moi, je sais ce que c'est. Toi, si tu le dis après la promesse que tu m'as faite, tu seras un homme déshonoré. Ah, je le dis pas. Je dis seulement que c'est vrai, que tu as un talent bien caché, que je le sais depuis fort longtemps. Et ça peut rapporter quelque chose, ce talent caché? Des millions, simplement. Des millions de quoi? De francs. Folie des grandeurs, il ne lui manquait plus que ça. Tu me crois pas? Je le savais. Mais tu sais combien il faut vendre de morues sèches pour gagner 1 million de francs? Non, je ne veux pas le savoir. Parce que moi j'ai un don et je gagnerai des millions. Ramollissement de la cervelle. Espoir légitime d'un Français moyen. Fantasmagorie de Jobastre. Bon sens et logique naturelle. Pauvre, pauvre, pauvre couillon. Méfiance de boutiquier. Ben moi j'ai soif. À la vôtre. Bonne fin de journée. Voilà, ainsi s'achève ce spectacle qui est encore en cours de rodage. Inutile de vous le préciser, n'est-ce pas? Mais en tous les cas, on a pris plaisir à vous l'offrir. On va, avant que je vous présente toute la troupe ici, eh bien, on va déjà remercier les CIQ des Camoins avec Huguette et Yves qui sont dans la salle, bien sûr. On peut les applaudir. Merci à tous les deux. Et puis, on passe aussi à la technique et ensuite on va parler des comédiens, bien sûr. Il y avait à la lumière, il y avait Fufu, je ne le vois pas. Fufu. Est-ce qu'il y a des voitures qui sont garées juste dans le chemin? Oui. Parce que le camion de pizza ne peut pas partir. Mais c'est pas grave, il va nous offrir des pizzas. Comme c'est un violent, à mon avis, il vaut mieux vite que je le fasse. Désolée, hein. C'est pas grave. Alors, Fufu et Timéo étaient à la technique, son et lumière. Et je voudrais juste aussi saluer la présence exceptionnelle, il nous a fait l'amitié de venir, monsieur Yves Toledano, qui joue souvent au théâtre, qui est là ce soir, qui est venu nous soutenir. Merci beaucoup, Yves.
Alors, je vais faire rentrer tous nos artistes. On n'a même pas terminé de manger, vous vous rendez compte? Moi, j'ai faim, hein. Ça c'est plus d'ailleurs. Alors, allez, on va faire rentrer notre narratrice qui fait un travail considérable avec tous les textes et les adaptations, Francine Bonifay. On continue avec ces dames. Allez, on va accueillir notre jolie Fanny. Elle fait du théâtre depuis quelques années. Elle est montée à Paris. Elle a fait pas mal de choses. Amandine Zenou. Elle a été une Madame Toffy extraordinaire. Elle aussi a l'habitude de jouer sur scène. Blanche. Alors, c'est selon qui je vois dans la coulisse, comme ça. Il a fait ses débuts avec nous aujourd'hui et j'espère qu'on le reverra encore pour d'autres rôles beaucoup plus étoffés. Excusez-moi. Il est là avec nous, il attend. Il va le dire, oui, un peu. Rémi Elzéa. Alors, je le vois, il est là, donc on va en profiter. Daniel Galidouani, magnifique César, et le Pusatier, entre autres. Il discute. Alors, c'est le plus grand. Bon, il n'a pas de mal, on est tous un peu, pas trop, hein, vous avez compris. Lui aussi, il a la voix de basse qu'il a. Il a une voix aussi pour faire du théâtre. Denis Domange. Je vois plus rien là. Ne vous cachez pas. Il arrive, notre monsieur Brun. Mais il n'est pas lyonnais, lui. Il est vraiment du coin, il est d'Allo. Philippe Grimaud. Alors elle est faite aussi pour faire du théâtre, c'est une Provençale dans l'âme, elle a la Provence dans le sang, ça se sent, elle a un accent tout à fait naturel. Sandrine Elzéa. Je crois qu'on a... Non, on va quand même pas oublier notre présidente de l'association des amis de Marcel Pagnol, Madame José Boutin. Vous allez dire quelque chose. Alors je voudrais d'abord tous vous remercier pour votre présence, votre gentillesse et votre indulgence. Cette année 2024, qui a été le cinquantenaire de la mort de notre cher Marcel Pagnol, se termine. Nous avons voulu lui rendre hommage avec 2 spectacles, agrémentés cette fois-ci de 3 scènes supplémentaires par rapport au spectacle que nous avions donné au mois d'avril. Je vous remercie encore énormément. Surtout, je voudrais remercier Madame Huguette Copieux, la présidente du CIQ des Camouins, Yves, dont je ne connais pas le nom, par contre, qui est venu nous installer. De grosses bises à notre cher ami Yves Torreano, qui est venu malgré sa fatigue, je le sais. À Fufu, n'est-ce pas, qui est toujours là pour nous aider. Voilà, merci à tous, merci beaucoup. Et peut-être un de ces jours. Et n'oublions pas également, derrière la caméra, Elisabeth Galidouani aussi. Qui fait un bon travail technique. Benigni pour tout le travail qu'il a avec tous ses élèves. Nous le remercions énormément.
c'est pas simple, il faut pas croire que c'est vrai. Vous savez, de toute façon là, effectivement, ah bah oui, bah, voilà, on a l'impression d'être un peu moins seul. Mais c'est vrai que c'est du travail depuis des semaines, des mois, on peut même le dire. Et c'est pas simple parce que tout le monde a un travail à côté, bien sûr. C'est pas évident. Et si vous voulez nous rejoindre, c'est ce que j'ai dit au tout début, si vous voulez également vous joindre à nous pour faire du théâtre avec nous, sachez qu'on a toujours besoin. On a beaucoup de dames, on a quelques messieurs aussi quand même maintenant, mais c'est vrai qu'en règle générale, c'est comme dans toutes les disciplines artistiques, il y a toujours plus de filles que de garçons. C'est comme ça. Vous êtes les bienvenus. En tous les cas, merci d'avoir eu la gentillesse d'être venu avec nous ce soir, de participer. Et puis, bonne fête de Noël. Moi je dis de Noël, bonne fête de Noël. Reste